Bonjour Franck Riester. Bonjour. On a appris ce matin qu'un franco-israélien, que la dépouille d'un franco-israélien, Elia Toledano, âgé de 28 ans, a été retrouvé dans la bande de Gaza par l'armée israélienne. Quelle est votre réaction ce matin ? Oui, c'était une bien triste nouvelle, c'est beaucoup d'émotions. Je pense bien sûr à lui, à sa famille, à toutes celles et ceux qui ont perdu des proches, des membres de leur famille lors de cet attentat terroriste, dans cette attaque terroriste. Et nous pensons bien sûr à ceux qui sont encore en otage, les 3 Français notamment. Vous savez, le gouvernement est mobilisé avec. Est-ce que la France fait tout ce qu'il faut pour arriver à cette libération ? À tout niveau et au plus haut sommet de l'État pour lui faire libérer les otages restants. Franck Riester, vous êtes de toutes les réunions sur la loi immigration avec la Première ministre et la droite depuis quelques jours. Est-ce que vous pouvez nous dire ce matin si oui ou non les bases d'un accord sont en train d'être posées ? En tout cas, nous travaillons beaucoup, nous nous voyons beaucoup, nous échangeons beaucoup avec les dirigeants LR, la Première ministre et Gérald Darmanin, en lien bien évidemment avec les parlementaires qui sont très impliqués sur le texte. Mais vous voyez se dessiner un accord ? Le rapporteur général Florent Boudier, le président de la commission des lois Sacha Houlié et bien sûr toutes celles et ceux qui sont à l'Assemblée nationale et au Sénat dans la majorité mobilisés sur ce texte. Nous travaillons, si nous passons autant de temps, c'est qu'il y a une volonté d'avoir un accord. Et nous travaillons aux voies et moyens pour y parvenir. Sur la base du texte du Sénat, puisque c'est le texte qui a été voté au Sénat, mais pas avec tout le texte du Sénat, parce qu'il y a un certain nombre de sujets sur lesquels nous discutons avec les LR qui ne nous conviennent pas, qui ne correspondent pas à notre philosophie, qui ne sont pas conservés. Mais bien sûr, on a l'impression de deux camps irréconciliables aujourd'hui, Franck Riester. La droite est très claire, elle dit qu'elle veut que ce soit le texte durci par le Sénat qui soit adopté en commission mixte paritaire. Or, la gauche de la majorité, notamment, tient à la version du gouvernement. Donc est-ce qu'on n'est pas dans une impasse à nouveau ? Non, parce que nous souhaitons qu'il y ait un accord, c'est important qu'il y ait un texte, c'est important qu'il y ait un texte pour les Français, parce qu'il y a besoin de plus de fermeté dans la lutte contre l'immigration irrégulière, pour mieux et plus vite éloigner celles et ceux qui menacent nos compatriotes qui sont étrangers. Nous avons besoin de mieux intégrer aussi celles et ceux que nous accueillons et que nous voulons accueillir et qui respectent nos lois et nos valeurs. Et pour ça, il faut qu'on trouve avec les partenaires qui sont les nôtres aujourd'hui sur ce texte, les LR, la possibilité d'avoir un accord. Bien sûr, un accord qui s'approche du texte du Sénat, puisque c'est le seul aujourd'hui qui a été voté par une chambre, le Sénat, mais aussi en tenant compte d'un certain nombre de sujets auxquels nous croyons particulièrement et qui nous paraissent importants d'être pris en compte. Je pense par exemple, bien sûr, à la question de l'AME, sur laquelle on a beaucoup de discussions. Franck Riester, à l'heure où l'on se parle, quelle est la probabilité que cette CMP soit conclusive, comme on le dit ? Mais on ne rentre pas dans ces calculs-là ou dans ces prévisions-là. On ne fait pas de pronostics, on travaille, on échange, on discute, on échange avec les LR, mais on discute avec la majorité. On essaye de convaincre, d'écouter, de prendre en compte les avis, les convictions. Parce que ça veut dire qu'il est presque plus difficile de convaincre certaines personnes de la majorité que les LR de bouger un petit peu le curseur. Mais vous savez, ça fait 1 an que sur tous les textes, il y en a eu 61 de votés, 56 149 3, où nous travaillons avec la majorité et les députés des oppositions constructives qui veulent travailler avec nous pour bâtir des compromis, bâtir des accords politiques pour voter les textes. Et on a voté 56 textes. Et à chaque fois, oui, il faut aller chercher des voix, il faut aller chercher des majorités plus larges que la majorité présidentielle, en gardant les axes de ce que l'on veut faire pour le pays, en gardant nos valeurs et nos convictions, mais en allant chercher des partenaires. Vous n'avez pas réussi sur la réforme des retraites, qui est une réforme majeure. Vous avez dû utiliser le 49.3 et aujourd'hui, vous n'avez pas vu venir la motion de rejet. Pas de certitude sur le vote et nous avons déclenché effectivement un 49.3 parce que ça nous paraissait être une réforme essentielle. Mais il y a eu 5 textes, 4 textes financiers et la réforme des retraites. Mais il y a eu beaucoup de réformes importantes, difficiles qu'on a réussi à faire voter grâce à un accord. Là, c'est la même chose. Vous savez, c'est un sujet particulier, bien sûr. C'est un sujet qui est médiatique, politique. C'est un sujet humain aussi. Il s'agit de femmes, d'enfants et d'hommes. Donc, c'est un sujet qui touche particulièrement, même éventuellement, personnellement, les députés. Et donc, c'est plus sensible qu'un autre texte. Et donc, par exemple, Franck Riester, concrètement, il y a une divergence sur la régularisation des travailleurs sans papier. La droite veut une mesure plus restrictive que la majorité. Sur ce point, vous faites comment ? Ce qui est important, c'est que celles et ceux étrangers en situation irrégulière qui travaillent depuis longtemps dans des entreprises, dans des métiers en tension, qui sont sur notre sol depuis longtemps, qui respectent nos règles, qui respectent nos valeurs, puissent
avoir une régularisation sans forcément l'avis ou l'accord du chef d'entreprise. C'est ça qui est au cœur finalement de nos discussions. C'est un point très important pour nous. Nous en discutons avec les LR et bien évidemment nous partageons, nous échangeons avec les députés de la majorité. Il s'agit d'un sujet où certains ont des convictions très fortes. Nous devons les respecter, nous devons conserver nos valeurs et en même temps respecter aussi les convictions des LR et de celles et ceux qui seraient amenés à voter ou à s'abstenir sur ce texte. J'ajoute que d'ailleurs nous ne discutons pas qu'avec les LR, nous discuterons aussi avec les députés du groupe Lyotte. On a rencontré avec la Première ministre Gérald Darmanin hier, le président Bertrand Pancher, Christophe Negelen et un certain nombre de responsables Lyotte pour voir de quelle manière on pouvait aussi les convaincre de voter le texte ou de s'abstenir sur le texte. Vous voyez, on cherche des majorités plus larges que la majorité présidentielle. C'est un travail long, c'est un travail difficile. Est-ce qu'il y a des lignes rouges on écoute aussi nos partenaires. Est-ce qu'il y a des lignes rouges, typiquement, par exemple, vous parliez des emplois en tension, mais il y a aussi la question de l'AME, oui. La droite qui veut supprimer l'AME au profit d'un autre dispositif. Est-ce que vous, c'est une ligne rouge, par exemple ? Vous savez, on a été très clair sur l'AME, on pense que c'est un bon système. Nous discutons avec les sénateurs qui ont supprimé l'AME pour mettre en place un autre dispositif qui nous paraît moins pertinent et moins performant, l'aide médicale d'urgence. Vous avez vu que, tout en étant attaché à l'AME, en termes sanitaires, en termes humains, en termes aussi budgétaires, nous sommes aussi ouverts à ce qu'on puisse améliorer le système. Il y a eu un rapport remis par Claude Évin et Patrick Stefanini. La Première ministre et les ministres concernés souhaitent qu'on puisse l'améliorer dès le début de l'année 2024 sans remettre en cause son fondement qui est un fondement utile pour notre pays. Donc vous allez vous y engager auprès des Républicains puisque c'est ce qu'ils... Ça fait partie des discussions, mais je réponds aussi sur les lignes rouges. Vous savez, si on a tous des lignes rouges et qu'on reste chacun de son côté et qu'on ne fait pas des pas les uns vers les autres, il n'y a pas d'accord. Néanmoins, et ça, c'est vrai depuis le début du quinquennat, je le rappelle, parce qu'il nous manque 40 députés. Et est-ce que c'est une option que vous prenez en compte ? Aller vers les autres, pas perdre ses valeurs, garder ses convictions, mais ne pas rester forcément toujours sur son aventin, parce que sinon, il n'y a pas d'accord. Est-ce que c'est un risque que vous prenez en compte, le fait qu'il n'y ait pas d'accord à l'issue de cette commission mixte paritaire ? Écoutez, bien sûr, pas sûr qu'il y ait un accord à l'issue de la commission mixte paritaire. Parce qu'on ne peut pas avoir un accord à tout prix, à n'importe quel prix. On doit avoir un accord parce qu'on pense que c'est important pour le pays. C'est important qu'on ait un texte qui permette plus de fermeté, mieux lutter contre l'immigration irrégulière, mieux lutter contre les passeurs, contre les marchands de sommeil. Mais en même temps, nous devons garder un certain nombre de principes auxquels nous sommes attachés, auxquels la majorité est attachée. La Première ministre a reçu tous les députés, a échangé avec tous les députés de la majorité hier. Et elle a eu des mots très forts. Elle veut l'unité de la majorité dans ce texte. Elle souhaite qu'avec cet accord, nous puissions embrasser toute la majorité, que chacun se retrouve dans cet accord. C'est difficile, c'est quelque chose qui nous occupe beaucoup, mais c'est une priorité de la Première ministre. On en reparle dans un instant. Pour l'instant, la priorité, c'est le fil info à 8h41 avec Maxime Glorieux. Le décès d'un otage franco-israélien, Elia Toledano, 28 ans, avait été enlevé par le Hamas lors d'une rave party le 7 octobre dernier. L'armée israélienne dit avoir retrouvé sa dépouille à Gaza. La libération de tous les otages reste la priorité, réagit la chef de la diplomatie française, Catherine Colonna, alors que 3 Français sont toujours portés disparus. Une dizaine de membres de la Ciivise claquent la porte. La commission indépendante sur l'inceste a été reconduite, mais sans son coprésident, le juge Édouard Durand, remplacé par l'ex-Rubinman, Sébastien Bouyel. Après 9 semaines de travaux, le tunnel du Mont-Blanc, de nouveau accessible à partir de 16h. La rénovation avait été perturbée par un éboulement spectaculaire. Plus de 5000 véhicules empruntent ce tunnel entre la France et l'Italie. L'ancien entraîneur de l'OGC Nice, Christophe Galtier, devant la justice ce matin pour des faits de harcèlement et de discrimination, notamment envers des joueurs musulmans lors du Ramadan. France Info. Le 8-30 France Info, Agathe Lambray, Jean-Rémy Baudot. Toujours avec Franck Riester, ministre délégué chargé des relations avec le Parlement. Pour moi, c'est un gâchis épouvantable parce que si on a un texte qui est conclu par la commission mixte paritaire et s'il est voté, il sera voté sans jamais avoir été examiné à l'Assemblée, a déploré François Bayrou hier sur France 5. C'est un gâchis ou François Bayrou se trompe ? Non, c'est assez... inédit et assez fou que les députés s'auto-dessaisissent de leur propre pouvoir de débat dans l'hémicycle.
C'est déjà arrivé dans le passé, mais c'est très rare. Comment expliquer quand on est député, quand on se présente devant ses électeurs, au moment où il y a un texte important qui suscite beaucoup de questions et sur lequel il y a beaucoup de débats, les députés se disent non, là j'ai 2 semaines de discussion, 2 semaines de débat pour donner mon avis, pour critiquer, pour proposer. On refuse le débat. Mais vous savez, c'est ce que je vis et c'est ce que nous vivons, qui ne s'est pas forcément vu aux yeux de tout le monde depuis 1 an et demi, mais sur tous les textes, la NUPES et bien souvent le Rassemblement national déposent des motions de rejet et votent ces motions de rejet. C'est-à-dire qu'ils nous critiquent parfois en disant « mais le gouvernement refuse le débat, piétine le Parlement, n'empêche les députés de discuter ». Mais systématiquement, au début des textes, ils déposent et votent des motions de rejet. Et il y a un nombre très important de fois où la motion de rejet a failli être votée. Souvent, c'est d'ailleurs les LR qui ne la votent pas et qui permettent, en votant contre, que le débat se déroule. Parce que les Républicains, vous avez encore confiance en eux ? C'est pour ça que j'ai été, bien sûr, c'est pour ça que j'ai été surpris que les LR votent cette motion de rejet. Parce que c'est pas leur habitude. Ils ont toujours voulu, même quand ils n'étaient pas d'accord avec des textes, qu'il y ait le débat. Et donc oui, c'est fou que les députés se dessaisissent de leur pouvoir de discuter. Pour autant, là où j'ai une petite nuance avec François Bayrou, c'est qu'il y a eu pendant 1 semaine en commission de nombreux débats sur le texte. Les députés de la commission, et ceux d'ailleurs qui ne sont pas dans la commission et qui ont voulu participer au débat, l'ont fait pendant 1 semaine. Et mais cette version a été enterrée à cause de la motion de rejet. C'est la version du Sénat qui revient en commission mixte paritaire. Vous avez tout à fait raison. Le texte final n'a pas été rejeté par cette motion de rejet. Mais les débats ont lieu. De nombreux débats. Et d'ailleurs, c'est encore accessible sur, bien sûr, le site de l'Assemblée nationale. Pendant des heures et des heures, des jours et des nuits peut-être pas, mais très tard le soir, les députés de la commission des lois et ceux qui ont voulu participer à ces débats ont débattu sur le texte. Alors, ça ne vaut pas, évidemment, 15 jours de débat dans l'hémicycle, bien sûr. Enfin, il y a eu un débat. Mais de manière générale, c'est absolument fou que les députés se dessaisissent de leur pouvoir. Mais c'est encore une fois, est-ce que c'est pas le signe de quelque chose ? Oui, mais est-ce que c'est pas le signe de quelque chose que vous n'avez pas réussi à convaincre et que en disant vous, je dis le gouvernement et d'une manière générale, je dis Gérald Darmanin qui avait fait le pari de faire s'entendre un peu tout le monde et notamment de s'entendre avec la droite et sur ce point-là, de fait, c'est un échec. Alors, c'est sûr que ça reflète le fait qu'il n'y aurait pas d'accord potentiel à la fin du texte sur le texte issu de la commission des lois. Mais pour autant, on n'est jamais sûr que le texte issu d'une commission soit, et on est souvent, c'est toujours différent, le texte issu de la commission des lois par rapport au texte qui est voté à la fin du débat dans l'hémicycle. Mais plus largement, c'est une fois de plus, comme c'est arrivé un certain nombre de fois, pas forcément sur une motion de rejet, mais dans des articles ou dans des textes, l'alliance des contraires, l'alliance des populismes, l'alliance entre la France insoumise, la NUPES et le Rassemblement national. Rassemblement national, qui matin, midi et soir nous parle d'immigration. Ils ont que le mot immigré, immigration à la bouche sur tous les sujets. Vous vouliez faire en même temps avec ce texte. Et au moment, Jean-Rémy Baudot, où pendant 2 semaines on devait en parler à l'Assemblée nationale, Marine Le Pen et les députés du Rassemblement national votent une motion de rejet pour ne pas en parler. Parce que vous avez essayé de faire un texte en même temps. C'est hallucinant, mais il faut que les électeurs Rassemblement national entendent ça. Le Rassemblement national qui vont dans leur territoire dire l'immigration, les immigrés, au moment où ils peuvent défendre leurs convictions dans l'hémicycle, au moment où ils peuvent peut-être faire voter des dispositions qui leur paraissent pertinentes, disent non, on ne veut pas voter. Vraiment que les électeurs entendent cet argument. Mais écoutez, en tout cas, je ne sais pas s'ils l'entendent, mais moi, je leur dis ce qu'est la réalité du comportement et du travail des Rassemblements nationaux à l'Assemblée nationale. Et finalement, c'est la philosophie du Rassemblement national. C'est on dénonce les problèmes, on crie au loup. Et quand il s'agit de résoudre les problèmes concrètement, avec pragmatisme, avec détermination, avec efficacité, il n'y a plus personne. Pourquoi il n'y a plus personne ? Parce que si on règle les problèmes, ils ne peuvent plus aller sur ce terreau-là. Et c'est d'ailleurs la même chose, on en parlera peut-être tout à l'heure, en Europe. En Europe, M. Bardella... Franck Riester, un instant, pardon, parce qu'on va parler de la situation en Europe. Mais juste une question. Si jamais la commission mixte paritaire est conclusive lundi, le texte donc devra encore être voté au Parlement mardi, ce qui est loin d'être gagné. Et Emmanuel Macron a d'ores et déjà exclu tout 49.3 sur ce texte. Ça veut dire que si vous n'avez pas de majorité, ce texte qui était présenté comme essentiel et qui est réclamé par une partie des Français, il ira à la poubelle. Écoutez, je ne vais pas commenter les résultats négatifs potentiels. Je me bats. Emmanuel Macron anticipe un 49.3 possible et il dit qu'il n'en veut pas. Je ne vais pas me dire que le président de la République sur ces questions-là. Ce que je veux dire, c'est que là, on se mobilise pour trouver un accord en CMP. Et ensuite,
que cet accord puisse être voté à l'Assemblée nationale et au Sénat. C'est ça qui me mobilise, c'est ça qui mobilise la Première ministre, c'est ça qui mobilise Gérald Darmanin, c'est ça qui mobilise le gouvernement, la majorité. Parce que c'est l'intérêt du pays. C'est pas l'intérêt du gouvernement, c'est pas l'intérêt d'Emmanuel Macron, c'est l'intérêt du pays. C'est l'intérêt du pays qu'on puisse donner à nos policiers, à nos gendarmes, à nos magistrats, à toutes celles et ceux qui au quotidien luttent contre l'immigration illégale, veulent protéger les Français contre des étrangers délinquants, mais finalement, puissent avoir davantage de moyens. Vous ne remettez pas en cause le fait que dès le début, de mieux intégrer ceux que nous voulons intégrer de la meilleure façon possible. Franck Riester, vous ne remettez pas en cause le fait que dès le début, vous avez essayé de faire un texte en même temps, avec une jambe gauche, une jambe droite, et que finalement, ça aurait été peut-être plus stratégiquement, politiquement payant de faire un texte plutôt répressif d'un côté et un texte plus social de l'autre. Écoutez, on n'est pas au moment de l'analyse de ce qu'on aurait dû mieux faire. Mais vous n'avez pas de majorité, donc il y a un moment, il faut prendre en compte cette donnée de juin 2022. On analysera toute la séquence quand ça sera le moment de l'analyse. Là, on est dans le moment de l'action. Et encore une fois, nous sommes mobilisés pour trouver un accord. Et je le redis, vous avez évoqué, j'ai pas eu le temps de développer, mais c'est important pour moi. Vous disiez, est-ce que j'ai confiance dans les LR ? Moi, je peux vous dire, en tant que ministre des Relations en charge ministre en charge des relations avec le Parlement, que depuis le début du quinquennat, on a voté, comme je vous l'ai dit, 56 textes, 149.3. Et beaucoup de ces textes-là ont été votés grâce au soutien ou à la bienveillante abstention des Républicains. Et Olivier Marleix, le président du groupe, Éric Ciotti, le président du parti, et les différents députés LR nous disent la vérité quand ils s'adressent à nous. Ils ne nous mentent pas sur ce qu'ils font. Ils vous ont menti sur la réforme des retraites. Mais pas du tout, ils ne nous ont pas menti. Fait venir la motion de Ranger. Mais pas du tout. Non, mais pardon. Agathe Lambray, c'est un point très important. Non, ils n'ont pas menti. Non, en tout cas, ils vous ont d'une certaine façon trahi, vous comptiez sur eux sur la réforme des retraites. On comptait sur eux. On peut reprocher que certains députés LR, au moment du vote des votes des retraites, se soient pas engagés à voter le texte. Enfin, c'est grâce au LR si la motion de censure, par exemple, n'a pas été votée. C'est parce qu'il y a des députés LR qui n'ont pas voté la motion de censure. Et Olivier Marleix, quand il me dit quelque chose, c'est la réalité. Ça peut être une réalité qui me déplaît, c'est peut-être que tout son groupe ne vote peut-être pas de la même façon que je le souhaiterais ou qu'il le souhaiterait, mais il ne me ment pas. Et donc nous avons instauré un climat de confiance, de travail et de confiance avec les LR. Et d'ailleurs pas qu'avec les LR, avec d'autres oppositions constructives, mais spécifiquement avec les LR. On va passer à autre chose dans un instant, mais juste une dernière question là-dessus. On a l'impression, effectivement, vous citiez les dizaines de textes qui ont été votés 149.3, et en même temps, personne ne s'en vante. Comme si le dialogue était un peu honteux dans le Parlement tel qu'il existe aujourd'hui à Paris. Je le regrette, je pense que c'est important. Vous le voyez un peu quand même. Si vous le regrettez, c'est que vous le voyez, ce dialogue honteux. Personne n'a envie de toper dans la main des macronistes, manifestement. Écoutez, je ne suis pas d'accord. C'est à la vue de tout le monde. On n'est pas en train de négocier en cachette. Tous les Français voient bien, ils le savent, qu'on discute avec les LR, qu'avec Éric Ciotti, avec Bruno Retailleau, parce qu'on parle beaucoup de l'Assemblée, mais il y a eu un gros travail, et on travaille très bien aussi avec le Sénat, avec Gérard Larcher, avec Bruno Retailleau, avec Hervé Marseille, avec les différents présidents de groupe, avec bien sûr François Patriac ou Claude Maluret, qui sont les présidents des groupes qui sont dans la majorité. Et donc ça c'est su de tout le monde. Et ils n'ont pas la négociation honteuse. Ils ont leurs convictions, ils les gardent dans leur poche, ils ne les perdent pas. C'est des gens qui sont très fiers de leurs convictions, c'est des gens qui sont dans l'opposition, mais qui essayent de défendre leurs convictions et de trouver des accords quand c'est nécessaire pour le pays. J'ai la conviction qu'on peut trouver un accord là. Il y a encore beaucoup de travail jusqu'à cet accord, mais les choses s'engagent positivement. Laissons maintenant ce travail se faire, la commission mixte paritaire se tenir, et ensuite les députés trancher. Et on change de sujet dans un instant. Franck Riester, ministre délégué des Relations avec le Parlement, juste après le fil info de Maxime Glorieux à 8h51. À Bruxelles, la Hongrie met son veto pour une nouvelle aide de 50 milliards d'euros à l'Ukraine. Les 27 donnent donc rendez-vous en début du mois de janvier pour la reprise des discussions. Le président hongrois Viktor Orban ne s'est pas opposé en revanche à l'ouverture de négociations pour l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Le gouvernement se prépare à un week-end de tractation avec la droite, 4 jours avant l'arrivée du projet de loi immigration devant la commission mixte paritaire. Invité du 8h30 France Info, le ministre des Relations avec le Parlement, Franck Riester, a
affirme que la régularisation des travailleurs sans papier reste un point très important pour l'exécutif. L'inflation s'invite à la table du réveillon de Noël, plus 18% en un an pour notre panier France Info, en partenariat avec Nielsen IQ. Le prix du foie gras a augmenté de près de 30%. Et puis en Nouvelle-Aquitaine, 4 départements sont maintenus en vigilance orange pour un risque de crue. La Charente-Maritime, la Dordogne et la Gironde. Vigilance orange levée en Corrèze. France Info. Le 8-30 France Info, Agathe Lambray, Jean-Rémy Baudot. Toujours avec Franck Rester, ministre chargé des relations avec le Parlement. En savez-vous plus sur le rendez-vous avec la Nation annoncé par le Président pour début 2024 ? Écoutez, non, j'en sais pas plus. Le président aura en début d'année, présenter un certain nombre, vraisemblablement, d'éléments. Mais ce qui est certain, c'est que nous travaillons, en tout cas, nous, avec la Première ministre, avec le gouvernement, au calendrier parlementaire et au plan d'action du début d'année. Ce que l'on vit aujourd'hui, c'est pas une crise politique majeure. Vous pensez que vous allez pouvoir continuer comme avant et que vous pouvez vous pencher sur le calendrier du premier trimestre comme c'est d'un été ? Non, mais il s'est passé des choses assez importantes au Parlement, bien évidemment, à l'Assemblée nationale. C'est rare qu'une motion de rejet soit votée, et donc on en tire les conséquences. On est mobilisé pour avoir un accord sur ce texte. On espère que le texte soit voté. Pour autant, on n'est pas dans une crise politique. Encore une fois, on a une majorité unie, soudée. On a des partenaires avec lesquels on discute pour trouver les voies de passage pour régler les problèmes de nos compatriotes. Et le président de la République, dans ce contexte géopolitique particulier, dans ce début d'année 2024, aura les mots et fixera le cap comme il le fait régulièrement. Pardon, nous sommes le 15 décembre, dans 6 mois ce sont les élections européennes et vous n'avez toujours pas, je dis vous, Renaissance, toujours pas annoncé officiellement votre tête de liste. Est-ce que le secret de Polichinelle, que ce serait Stéphane Séjourné, votre tête de liste, et pourquoi attendre ? Enfin, on a du mal à comprendre. Parce qu'il ne faut jamais, vous savez, pour préparer une élection, il ne faut jamais mélanger vitesse et précipitation. Les autres ont déjà commencé depuis un certain temps. C'est les autres. Nous, on a notre calendrier, on se prépare, on se mobilise, les militants se mobilisent, on travaille au projet, on travaille avec nos partenaires. Puisque vous savez que ce n'est pas simplement Renaissance qui souhaite présenter une liste, c'est la majorité présidentielle et peut-être au-delà de la majorité présidentielle. Donc on discute avec nos partenaires. Vous disiez pourquoi Renaissance n'a pas annoncé sa tête de liste ? Parce que ce n'est pas simplement une tête de liste Renaissance. On souhaite que ça soit une tête de liste de la majorité et du rassemblement autour de cette liste de la majorité. Stéphane Séjourné n'est pas le bon profil ? Alors Stéphane Séjourné a toutes les qualités pour ça. C'est quelqu'un de compétent, c'est quelqu'un qui fait un travail exceptionnel depuis maintenant plusieurs années à Bruxelles en tant que responsable de la délégation française de la majorité présidentielle du groupe Renew, mais aussi qui est président européen du groupe Renew, qui est un groupe charnière au niveau du Parlement européen et sur toutes les avancées qu'il y a eu depuis maintenant plusieurs années au Parlement européen, en lien avec le chef de l'État et le gouvernement français. Et c'est d'ailleurs une de nos grandes forces aujourd'hui, ce qui nous permet de bouger les lignes en Europe. C'est que la vision, le cap fixé par le président de la République et l'action que son gouvernement mène au niveau de Bruxelles est accompagnée, poussée par la délégation française, par Stéphane Séjourné au Parlement européen. Ni programme pour l'instant. Vous êtes le parti le plus pro-européen et vous n'avez ni candidat ni... Le programme, c'est une Europe, c'est une France forte dans une Europe puissante. Pardon ? Vous pensez pouvoir éviter cette fois que le Rassemblement national soit en tête, comme aux dernières européennes ? On va se mobiliser pour ça, parce qu'on pense que, contrairement au Rassemblement national, l'Europe est une chance pour la France et qu'on a besoin d'une Europe puissante pour que la France soit forte. Parce que beaucoup des grands enjeux de notre pays se relèvent au niveau européen. Les questions d'immigration, on en parlait tout à l'heure. En ce moment, il y a un pacte asile-immigration qui est en train d'être négocié et qui va changer radicalement la donne en protégeant mieux nos frontières et en faisant preuve d'une solidarité plus forte entre Européens pour lutter contre l'immigration irrégulière. Le match progressiste contre populiste. Est-ce que ce match c'est toujours d'actualité ? La dernière fois, ça a marché
à la marge, puisque le RN est quand même arrivé en tête. On a fait un bon score la dernière fois. On veut faire un bon score parce que c'est important, encore une fois, qu'on ait beaucoup de députés de la majorité qui soient au Parlement pour conforter l'action du président de la République et du gouvernement pour que la France soit influente en Europe, pour changer l'Europe dans le sens que nous souhaitons, c'est-à-dire une Europe plus souveraine, une Europe plus forte, qui relève les défis de l'immigration, de la nouvelle technologie, bien sûr du dérèglement climatique et de la lutte contre le réchauffement climatique, les questions de défense, en étant plus forte, plus souveraine. C'est ça notre enjeu, c'est ça notre projet, et c'est la grande différence avec ce que propose le Rassemblement national, qui une nouvelle fois pense que la France sera plus forte en étant rabougrie sur elle-même, chacun chez soi, chacun pour soi, alors que nous pensons l'inverse. Il nous reste quelques secondes, une loi était très attendue, celle de la fin de vie qui devrait être présentée en Conseil des ministres, qui devait être présentée en Conseil des ministres en décembre. Elle est pour l'instant reportée. Il y a une voix qu'on a entendue ces dernières heures, ces derniers jours, c'est Françoise Hardy, qui se dit, elle est atteinte d'un grave cancer, elle se dit en faveur d'une légalisation de l'euthanasie, regrette que le gouvernement ne suive pas, hélas, cette question. Votre réaction quand une voix aussi importante dans le cœur des Français s'exprime sur ce sujet-là? C'est une voix forte et c'est quelque chose évidemment qui touche tout le monde. On est tous touchés personnellement par ces sujets-là. C'est donc quelque chose de très sensible sur lequel on veut prendre le temps. C'est pour ça que le président de la République a souhaité qu'il y ait une convention citoyenne. C'est pour ça qu'il a demandé à Agnès Firmin-Lebaudot de prendre le temps de discuter, d'échanger pour préparer un texte. Le texte est préparé. Mais à chaque fois, c'est repoussé toujours un petit peu plus. Mais vous savez, là, pour le coup, aller trop vite sur un sujet comme celui-là, ça serait ravageur. C'est sensible, donc on va prendre le temps de la préparation du texte. Et une fois que le texte sera présenté, le temps du débat parlementaire. Il y aura des lectures à l'Assemblée nationale, des lectures au Sénat. Ça va prendre 18 mois à 2 ans. C'est long. Mais c'est tellement important que ce débat ait lieu avec le temps qu'il faut pour aborder toutes les questions avec calme, sérénité et respect. Merci beaucoup, Franck Riester, ministre délégué des Relations avec le Parlement, d'avoir été là. Merci à vous.